RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Et l'on retrouve aujourd'hui Jean Pouly, bonjour. Bonjour Lucie. Pour parler du numérique avec vous, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, on parle de la cybersurveillance, mais surtout de ses limites. Oui, on a entendu parler avec l'affaire Prism récemment et les révélations d'Edward Snowden de cybersurveillance. Finalement, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que j'ai l'impression d'en parler, pas chaque année, mais l'année dernière, on avait parlé de la vie privée sur Internet. Voilà. Et c'était Facebook. À cette époque-là, le bug Facebook qui affolait tout le monde, et puis tout disparaît, et tout revient, comme finalement ce sujet revenait régulièrement sans que rien ne change. Et que le spectre de Big Brother, Orwell en 84, qui décrivait déjà cette société hyper surveillée, revenait, et puis disparaissait de nos esprits aussi, que c'était apparu comme si on avait intégré finalement que Internet, c'était la surveillance, et qu'on avait chaque année une petite piqûre de rappel. Alors cette année, c'est Prism, Edward Snowden. Eh ben, c'est une affaire d'État, une affaire de surveillance. Et je me suis un petit peu replongé dans l'histoire, comme toujours, et je me suis dit, mais finalement, l'espionnage, ça a toujours eu lieu. On avait Jules César qui chiffrait ses messages, on avait le cabinet noir de Louis XIII. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement on n'accepte pas, ou jusqu'où on accepte cette cybersurveillance, et quel impact elle a sur nos propres vies. Vous avez parlé du programme Prism, expliquez-nous ce que c'est et ce que ça recouvre concrètement. Alors concrètement, c'est ce que les Américains appellent une opération d'une source spéciale, qui s'inscrit en fait dans la grande tradition des ententes que la NSA passe avec les grandes sociétés américaines depuis les années 70. En fait, on juge qu'un grand nombre d'entreprises sont fiables, et suite au Terrorist Surveillance Programme qui a été mis en place par l'administration Bush après les attentats du 11 septembre, donc des accords ont été passés pour permettre, dans des dispositions spéciales bien sûr, que les agences de renseignement puissent surveiller les appels téléphoniques, les courriels, évidemment tout autre type de communication passée par les citoyens américains. Sans aucun mandat, voilà, c'est ça qui est important d'un tribunal. Et à une nuance importante, quand l'une des parties n'est pas sur le sol américain. Et c'est là où en fait il y a eu un peu une interprétation élargie de cette loi par la NSA, qui s'est mise en fait à surveiller bien au-delà de ce mandat précis, et qui a commencé à surveiller un peu tout le monde, et notamment les entreprises et à l'étranger. Et donc on est passé d'un programme de cybersurveillance antiterroriste, on va dire, à un programme de piratage industriel. Et il faut savoir aussi que c'est pas le seul programme. On entend beaucoup parler de Prism, mais il y a d'autres programmes qui sont beaucoup moins connus, comme l'accord ACTA, qui est un accord international signé par 39 pays, dont la France, puis l'Union européenne, et puis des projets de loi américains qui s'appellent SOPA et PIPA, qui sont censés aussi lutter contre le piratage des droits d'auteur, une sorte d'Adopi, on connaît Adopi en France, mais beaucoup plus menaçant quand même, avec des suspensions possibles de comptes, etc., avec une interprétation quand même un petit peu bizarre de la liberté, donc qui met en menace en fait la neutralité d'Internet. Je pense que j'y reviendrai dans une autre chronique, c'est un vrai sujet, et qui préfigure une sorte de censure numérique. On ne peut pas parler de cybersurveillance sans parler d'Edward Snowden, cet informaticien américain passé par la CIA et la NSA. Quelles ont été ses véritables révélations ? Mais en fait, quand on regarde de près, c'est ça qui est un petit peu hypocrite, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui était au courant de ça, et notamment des journalistes. Donc moi, j'ai été surpris de voir le scandale que ça a fait. La vraie révélation, c'est pas la loi Prism, puisqu'on était au courant de cette loi Prism. C'est cette interprétation élargie. Enfin, moi, je pense qu'il faut être vraiment naïf pour pas imaginer que ces grandes entreprises n'aient pas fourni tout un tas d'informations au gouvernement américain. Quand on parle de grandes entreprises, on parle de... Microsoft, Yahoo, Facebook, Apple, etc. Google. Ce qui a été la vraie révélation, moi je trouve, qui est du mois d'août par The Guardian, c'est qu'il dit qu'en fait la NSA a versé des millions de dollars à ces entreprises informatiques pour certifier que c'était bien dans le cadre de la loi, que c'était uniquement des individus qui résidaient en dehors des États-Unis. Donc en fait, c'était une manière de payer pour dire que c'était dans la loi.
ce qui bien sûr est complètement faux et qui montre qu'effectivement il y a eu un débordement du cadre législatif. Et puis d'autres révélations, qu'effectivement la NSA aurait mis en place aussi des moyens de décryptage des protocoles de sécurité, les protocoles qu'on connaît, SSL ou HTTPS, qu'on utilise par exemple quand on utilise la banque en ligne. Mais il va y avoir encore d'autres révélations. Moi, je les attends. C'est Glenn Greenwald, le journaliste américain du Guardian, qui nous dit qu'il va y avoir encore beaucoup de choses. J'espère plus croustillant parce que pour l'instant, moi, je trouve que c'était que on pouvait s'y attendre. Et que c'est surtout la volonté du gouvernement américain de masquer sa faute en versant de l'argent aux entreprises. Et les entreprises, évidemment, qui ont eu très peur et qui ont commencé à dire, mais non, regardez, moi, c'est le gouvernement américain qui m'a fait des requêtes et qui les ont publiées pour dire c'est pas de ma faute. Et justement, pourquoi ces programmes de surveillance sont discutables? Parce que finalement, c'est pour lutter contre le terrorisme, donc pourquoi c'est discutable? Alors au départ, oui, évidemment. Moi, d'abord, je poserais quand même la question de savoir si c'est réellement efficace, parce que on nous dit que Prism, tout ça, c'est nouveau, mais en réalité, ça existait déjà avant même le 11 septembre. Il y avait des programmes de surveillance électronique. Évidemment, ça s'est accentué avec le 11 septembre. Et ça n'a pas fait grand-chose, puisque ces attentats n'ont pu être évités. Alors que, évidemment, il y avait des communications, il y avait déjà les programmes, les grandes oreilles qui écoutaient partout dans le monde, et ils n'ont pas pu lutter contre ça. Est-ce que c'est vraiment une question de surveillance ou d'autres questions? Et puis, ce qui est vraiment discutable, c'est effectivement ce qui a été relevé par The Guardian, c'est le fait, d'une part, qu'il y a eu une interprétation élargie de cette loi pour faire justement du piratage industriel et de la surveillance bien plus large des citoyens. Et en réalité, on voit bien que derrière cet écran de fumée sécuritaire, qui sert bien souvent à des dérives, derrière c'était une guerre électronique, une guerre économique en fait que se livrent les USA, la Chine, l'Union européenne, la Russie aussi. J'en profite parce que ce qui est assez quand même remarquable, c'est de voir que c'est la Russie qui accorde un asile politique à Edward Snowden derrière. Donc il y a aussi, vous voyez, des jeux géopolitiques. Et puis la France, qui n'est d'ailleurs pas en reste dans cette compétition, avec notre DGSE national, qui a aussi des programmes de surveillance électronique très poussés, dont on parle très peu. Et d'ailleurs, moi je trouve que le silence du chef de l'État dans cette affaire, finalement, la France a été très discrète dans les critiques, cache peut-être le fait que la France aussi a ses propres programmes. Pourquoi est-ce que ces révélations n'ont eu en réalité qu'un effet limité rapidement? Mais justement, moi je pense que c'est un petit peu surprenant parce que ça a fait scandale, puis finalement après ça retombe, le soufflet retombe, que les gens sont plus ou moins conscients de ça, qu'ils ont intégré que ça faisait partie de l'Internet, que ça faisait partie de la règle du jeu. Alors évidemment, il y a eu des protestations, la commissaire européenne Viviane Reding a dit que c'était un scandale, qu'il fallait, donc elle a commandé une enquête. Comme je le disais, les entreprises ont dit c'est la faute de l'État, pour effectivement dire que elles avaient été transparentes, parce que je pense qu'elles avaient un peu peur finalement qu'il y ait une confiance un peu cassée, donc elles ont dit c'est à cause de l'État américain, c'est pas de notre faute, c'est à cause de la loi. Mais en réalité, les citoyens, je crois, maintenant savent, puisqu'ils acceptent régulièrement, à chaque fois qu'ils cliquent sur un accord Facebook ou Google, de donner un ensemble de data, ces fameuses data d'informations sur leur propre vie. Donc ça, ils l'ont intégré. Alors finalement, ils le font dans un consentement assez classique. Pourquoi ils se plaindraient, alors que l'État les surveille, qu'on regarde aussi ces données, c'est un petit peu paradoxal. Donc en fait, j'allais dire que du cabinet noir de Louis XIII qui ouvrait les lettres pour protéger l'État et Prism qui analyse aujourd'hui nos mails, le monde continue à tourner, rien ne change, mais tout se transforme. Merci beaucoup Jean Pouly, des souris et des hommes sur RCF. C'est à réécouter sur le www.rcf.fr.